très peu de sorties culturelles, car il fallait se rendre en ville. 1 ou 2 fois par an, nous allions au cinéma voir des films de Disney. Ma rencontre avec le théâtre se fait au collège, dans un cours de français, où la professeure me demande de lire des répliques d'une comédie de Molière. Je m'exécute, et j'entends mes camarades de classe rire. Mais c'est un rire vrai, pas le rire que je subis dans la cour de récréation, entre les moqueries, les insultes, ou ce qu'on peut qualifier de harcèlement scolaire. Cette lecture transforme le rire qu'on m'adresse, c'est un signe d'espoir, une petite lumière qui s'allume en moi. Je demande à mes parents de m'inscrire à un cours de théâtre, et le théâtre m'accueille en tant que personne. Ce que je suis n'est pas un problème ou une anomalie. Le théâtre m'indique que ce que je suis est au contraire une solution. Ce qu'il recherche, la singularité. L'acteur s'utilise en tant que matière pour la mettre à disposition d'un texte et d'un metteur en scène. Le théâtre en tant qu'outil m'apprend qui je suis et m'apprend à être heureux et serein de ce que je suis. Je décide alors de passer ma vie avec lui. Ça tombe bien. En France, il y a tout un parcours gratuit pour apprendre ce métier d'acteur, depuis l'option théâtre au lycée jusqu'aux écoles nationales supérieures d'art dramatique. Je profiterai de chaque étape de ces formations publiques et gratuites. Mais pour le moment, je suis au lycée et à côté de la pratique d'acteur, j'apprends que le théâtre, dans l'Antiquité grecque, était un outil de fondation pour la cité. Situé en son cœur, non loin bien souvent d'un stade, le théâtre rassemble toute la cité sur un temps long et festif. Il se développe en même temps que la démocratie. Il est un outil politique au service de l'intérêt général. Et cela me fascine. Plus tard, à l'université, j'apprends qu'après la Seconde Guerre mondiale, une femme, Jeanne Laurent, propose de s'appuyer sur les compagnies locales et de les installer dans des théâtres partout sur le territoire. Le théâtre est alors considéré comme un outil de consolation, de réconciliation, de réparation d'un pays divisé et meurtri. Et cela me fascine. Plus que la fascination, cela me fonde. Le théâtre comme outil pour le singulier et le commun, pour l'individu et le collectif. Je souhaite m'inscrire dans ce mouvement, d'abord parce que je le trouve noble, ensuite parce que je veux rendre ce à quoi moi j'ai eu droit. Pour ne pas être simplement un acteur qui attend qu'un metteur en scène lui permette de travailler, je crée une compagnie en 2006 et je m'essaye à la mise en scène. Pendant quelques années, avec cette compagnie installée en Normandie, je joue, je mets en scène, mais nous développons aussi beaucoup d'actions vers les publics, des ateliers, des stages. J'ai l'impression de servir à quelque chose, j'ai l'impression de servir quelque chose. Et puis, je rencontre William Shakespeare en 2009. Et j'ai passé 10 ans avec lui. C'est d'ailleurs à ce jour, toujours, ma plus longue relation. Ce sont les 2 tétralogies des pièces historiques qui m'éblouissent. Shakespeare est jeune, il explore tous les registres, tous les formats, et surtout il déroule l'histoire d'un royaume qui peu à peu sombre dans le chaos. Il en démonte et démontre les principes. Du haut de mes 27 ans, avec 3 mises en scène à mon actif, j'ai donc le projet de monter les 8 pièces. Mais je me raisonne et je décide de me concentrer uniquement sur la trilogie Henri VI. Je suis obligé de passer rapidement sur les 5 années de création, qui sont aussi en elles-mêmes une saga, celle de la bataille entre le théâtre institutionnel et l'exceptionnel. Et en 2014, au Festival d'Avignon, la trilogie Henri VI est jouée dans son intégralité et sa continuité, devant une salle qui ne désemplit pas et qui, à 4 h du matin, après 18 heures de représentation, réclame en scandant la suite « Richard III, Richard III, Richard III ». C'est dans cette nuit, entre le 21 et le 22 juillet 2014, que je prends la mesure du pouvoir du spectacle vivant. Bien sûr, je suis heureux du succès et de l'enthousiasme, mais ce n'est pas le principal. Ce qui me bouleverse, c'est que les 600 spectateurs se sont, par le théâtre, constitués en communauté. Que la durée, comme le temps électrique, transforme le rapport au spectacle. On ne partage pas seulement une pièce, on partage des repas, on échange avec ses voisins. Dans les entr'actes, on se rencontre, on débat de l'histoire, on se soutient dans la fatigue. J'ai vu des salles faire la hola. Ce sont des vies qui, par le théâtre, se partagent. Le pouvoir fédérateur, rassembleur du spectacle m'apparaît très concrètement.
Et puis pendant ces 18 heures se partagent aussi les enseignements de Shakespeare sur une société qui petit à petit va se déliter pour laisser s'asseoir sur le trône un monstre. L'expérience d'Henri me fait constater que le théâtre est un outil pour faire société. Dès lors, tous mes choix de pièces seront politiques. Je poursuis mon projet initial et je mets donc en scène Richard III, puis Thieste de Sénèque, puis Le Dragon d'Evgeny Schwartz. J'accepte également le projet de remonter la comédie musicale Starmania. Toutes ces œuvres sont des outils pour la pensée. Je les choisis parce que j'ai la sensation que la pensée a une tendance naturelle à s'arrêter, que rapidement elle se fige, qu'il faut donc sans cesse l'activer, parce qu'une pensée arrêtée est forcément source de violence. Ces pièces qui donnent toutes à voir les facettes les plus sombres du pouvoir sont des témoignages laissés par les auteurs, des mises en garde, des modes d'emploi. Mon rôle, en tant qu'artiste, n'est pas de les tordre, de les adapter, mais de les délivrer. Je cherche les moyens scéniques de les donner à voir ou à entendre, qu'elles soient reçues par le public. Pas pour dire « pensez ceci » ou « pensez cela », mais pour dire « pensez ». N'oubliez pas de penser. Retrouvez les chemins du discernement, brouillés aujourd'hui par le flux incessant de l'actualité, des médias, des réseaux sociaux, des algorithmes, etc. Renvoyez au spectateur une question. Qu'en pensez-vous? Vous êtes devant Richard III de Shakespeare. Voici un homme qui va user de fausses informations, de rumeurs, qui déstabilise l'opinion, qui va travestir son image et qui finalement va finir sur le trône. Qu'en pensez-vous? Vous êtes devant Starmania. Voici un homme milliardaire qui fait construire la plus haute tour de l'Occident et qui, en alimentant la violence dans la cité, va petit à petit représenter la solution aux yeux du peuple qui va les lire. Qu'en pensez-vous? Vous êtes devant Le Dragon d'Evgeny Schwartz. Voici un conte dans lequel un dragon, donc, tyrannise un village depuis des siècles. Il est tué par un héros étranger qui lui laissera sa vie. Le village libéré va pourtant reproduire les mêmes schémas de tyrannie, cette fois sans bêtes monstrueuses, mais entre humains. Qu'en pensez-vous? Dans Thieste, Sénèque fait dire au tyran Atrée « Faire vouloir au peuple ce qu'il ne veut pas, voilà la vraie puissance. » Qu'en pensez-vous? En tant qu'artiste, il me semblait utile de faire entendre ces histoires pour qu'elles circulent en chacun des spectateurs et portent leurs fruits. Pourtant, en mai 2024, le parti d'extrême droite arrive en tête aux élections européennes. Alors à quoi servent les œuvres? Ont-elles un pouvoir? Oui, incontestablement. Mais leur voix semble bien faible dans le brouhaha des polarisations. Alors, il faut parler plus fort. C'est l'occasion qui nous est donnée avec les cérémonies olympiques et paralympiques. Depuis 2 ans, j'ai tout quitté pour me consacrer à ce travail. Depuis le début, je m'interroge. La cérémonie d'ouverture aura lieu sur la scène. Mais pour dire quoi? Que nous dit ce fleuve? Que nous racontent les monuments, les ponts, la ville? Que disent-ils de nous? Le nous de Paris, le nous de la France, le nous du monde, puisque l'humanité se donne ce rendez-vous tous les 4 ans et que la France s'est toujours construite en écho avec le reste du monde. Ce récit célébrera le grand nous. Nous exposerons ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Nous entremêlerons les cultures, les genres, les générations, les esthétiques, pour démontrer que ces alliages sont possibles, créent de la beauté, de la poésie, que l'opéra et le métal peuvent dialoguer, qu'Aya Nakamura et la garde républicaine peuvent se rencontrer et danser ensemble avec le fantôme de Charles Aznavour, que la danse classique, l'électro, le walking, les danses traditionnelles peuvent partager la même musique. Nous montrerons la France telle qu'elle existe, belle et bien. Je le répète, belle et bien. Nous verrons si le spectacle vivant a encore le pouvoir qu'il a fondé, unifier la cité. Le soir du 26 juillet, il pleut. Comme un dernier empêchement à délivrer ce spectacle. Mais le bleu, blanc, rouge éclate sur le pont d'Austerlitz. Et tous les artistes, toutes les équipes techniques se réorganisent en direct pour célébrer notre humanité partagée. Et nous avons vu un pays se reconsidérer en 3h30. Et nous avons vu qu'en célébrant les singularités, nous parvenions à l'unité. Et nous avons constaté la richesse de nos diversités. Et je n'ai fait qu'entendre le mot de fierté, même de la bouche de celles et ceux qui n'imaginaient pas pouvoir l'être de leur pays. Au lendemain de la cérémonie, 86% des Français l'estiment réussi. Le spectacle vivant, porté à cette échelle, a démontré son pouvoir émancipateur pour le plus grand nombre.
pour le singulier et le commun, pour l'individu et le collectif. La cérémonie coupe court au discours de division. Une majorité de Français expriment joyeusement leur aspiration à bien vivre ensemble. Pendant 1 mois et demi, les Jeux olympiques et paralympiques perpétuent cette ferveur populaire et cette joie collective. Et puis, les Jeux sont faits, et rien ne va plus. On parle alors de la parenthèse enchantée des Jeux, comme s'il fallait qu'elle se referme, forcément, comme s'il s'agissait de la légendaire trêve olympique. Était-ce une parenthèse? Je vois plutôt cette période comme une brèche, une déchirure lumineuse dans un tissu de morosité et de polarisation. Mais ne soyons pas aveugles. Très vite, le soir même de la cérémonie et dans les semaines qui ont suivi, de nombreux contre-feux ont été allumés et coordonnés. Les médias parlent étrangement de polémique quand il n'y a dans les faits que des attaques, de la discrimination, de fausses informations, du cyberharcèlement. J'ai beaucoup repensé à cette phrase de Martin Luther King: « Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. » Car la guerre est bien déclarée par ceux qui l'aiment. Une guerre culturelle, une bataille des imaginaires et des récits qui nous fondent en tant qu'humanité, qui fait fi des leçons de l'histoire ou des mises en garde des poètes. En ce moment, en France, nous assistons stupéfaits à la réduction, voire la disparition de budget pour la culture. Comment se battre alors? Avec quelles armes? De plus, il ne s'agirait pas seulement d'en découdre, il s'agirait de recoudre. Je repense à Winston Churchill qui, quand on a proposé de couper dans le budget de la culture pour financer l'effort de guerre, a répondu « Si ce n'est pour la culture, alors pourquoi nous battons-nous » Mais hélas, c'est une fausse citation, relayée sans vérification sur les réseaux sociaux. Dans cette dystopie qui semble se réaliser chaque matin aux infos, nous les artistes, à quoi, comment, à qui peut-on servir? Les signaux alarmants clignotent de tous côtés et il y en a tant qu'il est difficile de s'orienter. On me demande de parler du pouvoir d'agir de la culture, mais la réponse est dans l'intitulé, le pouvoir. Après vous avoir partagé les étapes de ce long chemin que j'ai emprunté à la recherche du pouvoir agissant du spectacle vivant, et en étant parvenu jusqu'à ce sommet olympique, j'ai finalement la sensation de l'avoir entrevu et qu'il nous l'a démontré. Le 26 juillet dernier, nous n'avons pas eu une hallucination collective. Il ne s'agissait pas d'un simulacre d'unité ou d'une parenthèse enchantée. Oui, le spectacle vivant porte en lui une puissance émancipatrice, mais ne peut rien sans un pouvoir qui le considère et le soutient. La réponse pour que la culture et le spectacle vivant usent de leur pouvoir d'action serait la fondation d'une nouvelle et large politique culturelle qui, face aux défis contemporains, aux stratagèmes des architectes de chaos, à la perte des repères, arme la pensée pour les droits humains, pour l'émancipation singulière et collective, au service de l'intérêt général, ce que je crois être la définition même de la politique. Merci beaucoup.